Deux têtes fortes, deux visions assumées, une seule mission, comprendre. Rémi Villemure et Karima Brick. Bonjour Alexandre Moranville-Ouellette. Hey, mes hommages à vous deux. AMO, est-ce qu'on peut t'appeler comme ça? Est-ce qu'il y a des gens qui t'appellent comme ça? Non, moi, une gens, mon surnom avec des amis, c'est Momo. Pour Moranville, dans la vie en général, puis parce que c'est comme la contraction de mes deux noms de famille, Moranville-Ouellette. On a fait le tour. Voilà, on a fait le tour, merci. Bon, j'embarque aujourd'hui en commençant par une nouvelle quand même assez fraîche, ça date de la semaine dernière. Okay? On est au large de l'Alaska, je vous transporte là, où il y a un petit bateau, là, un petit bateau de 21 pieds, qui manque d'essence vers 9h30 le soir. Une petite expédition, là, 2 femmes et des enfants qui étaient partis faire un petit tour et qui malheureusement manquent d'essence. Là, on se comprend qu'il commence à faire noir, c'est inquiétant. Au large des côtes de l'Alaska, c'est pas toujours chaud non plus, même au mois d'août. Et là, il y a évidemment un appel de détresse qui est lancé. La garde côtière entend ça, disent OK, ça a pas l'air d'être une urgence nationale. Fait que eux, dans ce temps-là, ne dépêchent pas eux-mêmes un bateau. Ce qu'ils vont faire en premier, c'est lancer une alerte à tous les bateaux, tous les capitaines qui sont présents dans le secteur. La loi maritime prévoit que quand on reçoit un appel de détresse, ça date de 1914, mesdames et messieurs, suivant la tragédie du Titanic, tu dois aller porter secours. C'est comme une loi écrite des lois maritimes. Bon, lance l'alerte. Il y a quelques bateaux qui sont autour. Il y a un bateau, un méchant gros bateau, qui est le plus proche de cette petite esquif. Je montre une image du bateau en question. Je vous présente le Launchpad. C'est un navire qui appartient à nul autre que Karima. Oui, je souhaite. Je l'ai en format miniature. Ouais, c'est ça, dans une bouteille à la maison. C'est à Mark Zuckerberg, ce yacht-là. 387 pieds de long, une coque entièrement en acier, 4 moteurs qui génèrent chacun 5800 chevaux vapeur. On parle d'une bête gigantesque qui doit coûter à peu près 390 millions de dollars. Petit modèle. Ouais, c'est dans les plus gros super yachts sur la planète, ni plus ni moins. Puis il est à cet endroit-là, à ce moment-là, le Launchpad. Ils ont reçu l'appel. Ils n'ont pas répondu. Ben non. Imaginez-vous donc, là, c'est devenu viral, cette histoire-là, parce que il y a un autre navire, lui, qui a répondu. Un navire qui date, là, de beaucoup plus vieux. On parle d'un navire des années 80, qui a été lui-même fait en réplique à un navire à vapeur des années victoriennes, OK? Qui sert maintenant à faire des tournées pour les visiteurs, pour les touristes, pour leur montrer toutes sortes de choses le soir. Et là, il est rempli de touristes, ce bateau-là. Eux entendent l'appel, puis se font dire par la garde côtière, ouais, c'est parce que le bateau de M. Zuckerberg, il répond pas. Fait qu'on vous demanderait d'y aller. Ouais, parce que eux, ça leur tentait pas de se déplacer pour aller sauver les pauvres gens à côté. Fait que là, il a fallu que le bateau même contourne l'énorme yacht. Je rappelle, il fait 387 pieds de long pour aller secourir finalement la petite famille. Et c'est devenu viral parce qu'à l'intérieur du bateau de croisière, le capitaine a expliqué qu'il passait à côté du bateau de Mark Zuckerberg puis qu'il répondait pas. Les gens se sont mis à huer en bloc à l'intérieur. On sait toujours pas pourquoi ils ont pas répondu, ça leur tentait pas. Mark Zuckerberg était pas à bord, semble-t-il. C'est quand même bizarre, c'est quand même spécial. C'est pas très classe. C'est un beau bateau, par contre. Hein? Moi, si j'avais un bateau, là, ça serait un bateau comme ça. Ouais. Je sais pas si tu sais combien ça coûte par année entretenir un navire comme celui-là. Quoique si tu l'as acheté au départ, mais sûrement que tu as les moyens de l'entretenir. Beaucoup de chroniques, là, beaucoup d'animations. Ouais, Rémi, lâche pas. Lâche pas, Rémi, je te le souhaite. OK. Maintenant, l'histoire d'animal du jour. L'histoire animale du jour, Karima. Regarde, là, oui, je sais. La plus grande fan de cette section-là de ta chronique. Je sais pas si tu vas être la plus grande fan aujourd'hui de ce que je vais vous montrer. OK, on est dans une école secondaire de l'Arkansas, OK, cette semaine. Et là, il y a un jeune joueur qui, lui, fait tout son entraînement de football. On est à l'extérieur, fait très chaud, fait tout son entraînement, court, porte le ballon, finit sa pratique, puis il entend comme une espèce de drôle de bruit qui vient de son casque lui-même. Oh non. Et c'est alors qu'il s'aperçoit qu'à l'intérieur de son casque, qu'il vient de porter 1 heure de temps pendant sa pratique, je vous montre l'image, il y a une vipère, l'une des plus venimeuses aux États-Unis, un crotale qui se trouve à l'intérieur du casque. Imaginez, là, vous savez comment c'est fait un casque de football, il était dans les coussins, en dedans du casque, sa tête
du jeune homme. Là, il aurait pu se faire mordre puis sévèrement. Ça aurait pu avoir une morsure de vipère dans la tête. Je suis certain que c'est pas particulièrement recommandé. Et là, pour ceux qui nous suivent en visuel à droite, finalement, on a appelé comme les services des animaux. Ils sont venus puis ils l'ont mis dans une vidéo, elle aussi devenue virale, dans un bac d'eau pour forcer l'animal à sortir. Ils l'ont attrapé. Il fait 2 pieds de long puis il était enroulé à l'intérieur donc des coussins du casque. Heureusement, personne n'a été blessé. La vipère a été remise en nature. Mais je vous avoue que même eux, les experts en contrôle animalier, avaient jamais vu ça. Ils disent, regardez, oui, on en trouve dans des bottes, dans des chapeaux, dans toutes sortes d'affaires. Mais c'est rare, tu le mets, tu le portes, tu bouges, tu te fais frapper. Là, c'est du football en plus, imaginez. Puis que l'animal n'a pas réagi. C'est un petit miracle. Je vous parle de petits miracles. On va enchaîner sur un autre petit miracle. Il y a une autre vidéo qui est devenue complètement virale. Cette fois-ci, on est en Ohio. Il y a un homme du nom de Chris Schiavone qui est avec ses amis, est en train de jouer au golf. Puis ils font leur ronde de golf. Tout va bien jusqu'à ce qu'ils se mettent à pleuvoir des cordes. Ok, là, il y a vraiment gros orages qui arrivent sur place. Et il prend une vidéo, il sort son téléphone cellulaire, puis il décide de commencer à filmer ses amis qui ont bien de la misère avec leur carte de golf. T'sais, ils ont l'air comme s'embourber, il y a de l'eau partout. Il se met à les filmer. Je vous invite à écouter un tout petit peu la vidéo. Et là, il filme, il se moque, c'est bien drôle jusqu'à ce que... Oh boy! Ouais, et là, ça, c'est une vidéo, je vous invite à aller mettre ça sur Internet. Je le remets. C'est quoi? L'homme est devenu l'une des très rares personnes à se filmer, puis pendant qu'il filme, il se fait lui-même frapper par la foudre. Imaginez-vous donc. Ouais, il presque jamais là, tu peux filmer quelqu'un qui se fait frapper comme ça. C'est presque rarissime là, comme événement. Et lui est en train, là, imaginez, c'est peut-être ses chums vont rire de lui pendant un petit bout en disant ah tu te moquais de nous autres, regarde ce qui t'est arrivé. Parce que heureusement il s'en sort presque indemne. Il y a une blessure, des espèces de brûlures au bras, mais c'est tout. Il se trouvait lui-même à côté de son kart de golf en filmant, il se fait frapper là en plein milieu. Là, puis on voit dans l'écran même du téléphone la seconde où l'électricité parcourt tout ça, tout devient comme il y a comme des flamèches qui apparaissent de partout. C'est assez impressionnant. Merci, heureusement, comme je dis, plus de peur que de mal. C'est un petit miracle pour lui de survivre à ça. Mais c'est ça, rarissime de filmer comme ça quelqu'un se faire frapper directement. On a-tu le temps pour une petite dernière? En 1 minute, oui. Ouais, une petite dernière. Ben, regardez, en parlant de chance, c'est vraiment la thématique du jour. Il y a des mineurs qui vivent en Inde, ok, qui vont dans l'état tu vas voir là, tu sais que t'aimes ça quand je nomme des noms comme ça là. Le Madhya Pradesh, qui est un des États très pauvres de l'Inde, mais dans lequel on trouve aussi des mines de diamants. Okay? Puis c'est des travailleurs, ça fait des années qui travaillaient dans une mine. Puis tu sais, dans la mine de diamants, on se comprend que quand t'es un prolétaire, mais c'est pas toi qui gardes les diamants quand t'es trouves. Finalement, trouvent rien, ils sont pas chanceux pendant 2 ans, puis là décident, la mine se fait fermer. Et eux disent, on n'a pas le sou, on est très pauvres, on va acheter la terre qui est autour, parce que c'est une terre agricole, puis on va travailler dessus. Travaille sur la terre agricole pendant au-dessus d'1 an. Puis maintenant, il y a comme des espèces de gros dégâts d'eau qui sont causés par la pluie qui tombe, puis il y en a un qui décide d'aller voir la mine fermée. C'est pour être sûr qu'elle n'est pas comme complètement inondée, qu'il n'y a pas trop de dégâts dedans. Je vous montre ce qu'il a trouvé. Et après avoir travaillé des années dans la mine, il y a un des travailleurs qui a trouvé un gros diamant qui se trouvait là, comme tassé ou dévoilé par la pluie, on sait pas pourquoi. Ça vaut au-dessus de 5 millions de roupies, on estime là, une espèce de au minimum 52 000 $ américains, puis ça risque d'aller encore plus parce qu'il y a une plus haute qualité de diamant. Moi, ce que je retiens de la photo qui circule, si jamais vous regardez la vidéo de cette chronique où vous l'écouterez en rattrapage, là, mais tu sais, t'as la photo du gars qui tient le diamant, hyper heureux, c'est le sourire, mais là, t'as un gars en arrière avec une tête qui fait comme mais un peu jaloux. Pourquoi c'est pas moi qui ai trouvé la roche là? Ouais, puis je sais pas, l'histoire dit pas si cet homme-là derrière est un de ses compatriotes parce qu'ils vont le séparer, le magot, en 7 justement, parce que là enfin leur chance a tourné. Puis d'habitude, s'il avait travaillé dans la mine, le diamant leur revenait pas. Mais maintenant que la mine est fermée, ça leur appartient. Hormis un petit 12% que le gouvernement indien va prendre. Puis là, ça va les sortir de leurs ennuis financiers. Ça aussi, c'est une belle histoire de chance. Merci Alexandre. À demain. Salut. Bye bye.